C'est un texte fort qui dit l'indicible sigille la France. C'est le titre de l'article de Laurent Godet, publié cette semaine dans le magazine Le 1. Article sur la jungle de Calais, mais aussi sur Grande-Synthe. Une épitaphe pour la France, mais avec un appel au sursaut, malgré tout. Merci, Laurent Godet, d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes écrivain, dramaturge. Vous avez eu le prix Goncourt en 2004 pour Le Soleil d'Escorta. Votre dernier livre, Danser les ombres, est sorti l'an dernier chez Actes Sud. Et il y a donc cet article, sigille la France. Comment est né ce projet avec le 1? En fait, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait à Calais et à Grande-Synthe. Il se trouve que le 1 préparait ce numéro sur Calais, donc on s'est retrouvés sur ce terrain-là. C'était important pour moi, ayant écrit il y a maintenant une dizaine d'années un livre qui s'appelait Eldorado et qui parlait déjà autour de plusieurs destins méditerranéens, voilà, sur ces migrants. Ouais. Des mouvements de population, du rapport nord-sud. J'avais envie de continuer à m'intéresser à cette question-là. C'est la première fois que vous alliez à Calais et dans cette région? Oui. Non, pas dans la région, mais dans la jungle. Dans la jungle, oui, bien sûr. Oui. Et justement, quelle a été votre réaction lorsque vous êtes arrivé? C'est ce que j'essaye d'exprimer dans le texte. C'est une énorme colère et un sentiment profond de honte. J'ai eu honte tout le temps. Le sentiment vraiment que ce qui est tombé là, dans la boue de Grande-Synthe, c'est un peu effectivement de l'esprit français, de ses valeurs. On est très très loin de l'universalité des valeurs de la République française, de la Révolution française, des Lumières. Il faut imaginer un camp qui est Je parle de Grande-Synthe, qui est devenu un endroit inouï, un amas d'ordures où des enfants jouent dans la boue avec des rats morts qui sont à côté. C'est vraiment un paysage de On voit les images de Gaël Turine qui vous a accompagné, qui a fait les photos à Grande-Synthe. Effectivement, des images terribles. Oui, terribles et honteuses, vraiment. Donc... vous avez écrit dans ce papier, j'ai vu Grande-Synthe et je sais maintenant qu'il pleut en enfer. Ben oui, parce qu'en plus, les conditions climatiques de cette région du Nord sont quand même assez difficiles. On a vu la semaine dernière, par exemple, des grands vents annoncés. Moi, je me souviens d'avoir vu à la télévision des images de Wimereux, de la Côte d'Opale, avec des vents à 130 km/h. On pense évidemment aussi, dans ces moments-là, au camp de réfugiés. Les tentes qui claquent, les tentes qui se déchirent avec le vent. Les gens sont épuisés de résister au froid et au vent. Ils se chauffent avec du bois, pour la plupart d'entre eux. D'ailleurs, à Grande-Synthe, les arbres sont coupés et se chauffent avec ça. Il y a heureusement des bénévoles pour les plus résistants, c'est ce que vous écrivez aussi, pour ceux qui sont les plus forts, parce que beaucoup sont trop faibles. Et encore faut-il avoir des outils. Enfin, je veux dire, ça pose tout de suite un certain nombre de problèmes de survie, en fait. Voilà, on est dans la survie à Grande-Synthe. C'est humanitairement parlant quelque chose que je ne pensais pas voir en France. Oui, c'est ce que vous écrivez aussi. Je n'aurais jamais pensé voir cela en France. C'est ce que vous venez de dire. Oui, oui, parce que c'est vrai que J'étais il y a 2 ans dans un camp de réfugiés syriens dans la région du Kurdistan irakien, entre Mossoul et Erbil. Le désespoir des gens là-bas, je m'en souviendrai toute ma vie, il était fort et je ne compare pas les misères. Vous parliez de regard. Voilà, le regard était terrible. C'est des destins qui ont été comme ça, qui sont en arrêt à cause de l'histoire, qui est venue bousculer leur vie. Mais le camp lui-même était un camp organisé par le HCR. Le HCR sait faire des camps de réfugiés, c'est sa mission. Il en fait sur toute la planète. Et donc, il y avait une forme d'organisation, il y avait une forme de structure. Les allées sont larges, les camions peuvent passer, les distributions d'eau se passent de manière fluide et régulière. À Grande-Synthe, il n'y a rien de tout ça. À Grande-Synthe, heureusement qu'il y a des bénévoles, des volontaires, des associations locales calaisiennes comme l'Auberge des Migrants ou qui viennent, qui donnent beaucoup d'anglais. Un lieu de vie, c'est ce que vous décrivez. Beaucoup d'anglais, notamment l'association Care for Calais. Ça fait du bien parce que ça sauve l'honneur. Je veux dire, si eux n'étaient pas là, je ne sais pas où on en serait. Alors, cette situation à Calais, dans sa région, ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une situation nouvelle. On a plutôt l'impression d'une actualité qui est le hockey. On voit cela avec Nicolas Georges. Regardez. Automne 99, des centaines de personnes fuient le Kosovo en guerre. Un centre est créé à Sangatte, non loin de Calais, pour les accueillir. Un immense hangar, réquisitionné par l'État et géré par la Croix-Rouge. Le centre de Sangatte, point de passage le plus proche pour l'Angleterre. Un lieu d'accueil vite débordé. Ils sont près de 1800 à y être accueillis chaque jour dans des conditions épouvantables. Fin 2002, 3 ans après son ouverture, le centre ferme. Décision de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur.
Le Pas-de-Calais n'a pas à être le réceptacle de tous les miséreux du monde qui espèrent venir à Sangatte ou ailleurs. Après la destruction du lieu, le nombre de migrants chute. Ils sont 5 fois moins qu'auparavant. Un chiffre qui va connaître une nouvelle hausse à la fin des années 2000. Car depuis la fermeture de Sangatte, les campements sauvages se multiplient près du port de Calais. Vu du ciel, cette zone ressemble à un no man's land avec des bâches et des abris de fortune. 700 personnes y vivent à l'année. C'est ce que l'on appelle la jungle de Calais. En raison de conditions insalubres et de problèmes de sécurité, le camp est démantelé en 2009. La loi de la jungle ne régnera pas ni ici à Calais, ni nulle part ailleurs en France. Mais l'histoire se répète. Avec le temps, de nouveaux migrants arrivent et des campements de fortune se reforment. Des campements à chaque fois démantelés, pour des raisons sanitaires notamment. Depuis fin 2014, plusieurs solutions sont adoptées pour gérer l'afflux de nouveaux arrivants. Création de centres d'accueil provisoires à Calais ou projet de relogement dans d'autres régions de France. Dans le même temps, les autorités continuent de raser ce qu'il reste de la jungle de Calais. Une nouvelle étape avant la disparition de ce lieu souhaité par l'État. Un lieu qui semble concentrer, en France, les vives tensions engendrées par la crise migratoire en Europe. Laurent Godet, l'histoire qui se répète, comment on peut en être encore là aujourd'hui ? C'est une des causes un peu de la désespérance qui nous frappe tous, je pense, en voyant effectivement, ça fait 17 ans que, si on prend 1999 comme date de démarrage, c'est un aveu d'impuissance. Ça montre aussi, on peut dire l'histoire se répète, on n'y arrivera jamais, ça montre aussi que ce problème est un problème qui probablement a à voir avec le changement du monde de manière plus globale, et que donc peut-être une des solutions serait de commencer à réfléchir à ces problématiques-là de mouvement de population, de frontières, d'accueil, d'hospitalité, de manière un peu plus sur le long terme. C'est-à-dire que là, on le voit dans le reportage, on le voit très bien, c'est une gestion de crise après crise. Alors il y a des moments où ça monte, des moments où ça rebaisse, mais avec un peu de recul, on voit bien que ça n'a pas cessé. Donc il faut dire et redire qu'effectivement, il est totalement injuste, voire même scandaleux, que le poids de cette difficulté pèse essentiellement sur le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de raison de laisser cette région-là de France seule face à tout ça. Et je crois qu'on l'a laissé très seul. Je crois que le maire de Grande-Synthe a longtemps été très seul face à l'État français qui ne répondait pas à ses appels. Et que d'une manière plus générale, la région du Nord est seule. Et que dans les autres régions de France, à Paris, à Nice et à Bordeaux, on se soucie moins de cette réalité-là. Ça c'est scandaleux. Comme à Lampedusa, les gens de Lampedusa sont seuls par rapport à un État qui est à Rome ou à Turin. Donc il y a un effort de solidarité à faire de notre part, je crois, réellement, de mobilisation. Et puis effectivement, le problème de cette solution-là, il est du côté de l'Europe. Il n'est pas... Et aujourd'hui, l'Europe, on a l'impression qu'elle se dirige plutôt vers une Europe forteresse avec la crise migratoire, hein. On l'a vu dans la première partie du 64 minutes avec l'espace Schengen qui est menacé aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on n'est pas très optimiste, mais il faut se mobiliser pour que l'Europe de demain soit une Europe qui ait un visage qui nous donne envie à nous, Européens, de l'aimer, d'y aller avec passion. Moi, j'ai pas envie d'une Europe qui soit juste une réunion de copropriétaires un peu égoïste. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me fera pas voter avec enthousiasme pour l'Europe. Or, on ne peut pas déplorer à la fois cette espèce de désamour des citoyens européens vis-à-vis de l'Europe et en même temps continuer à produire une image qui est toujours du côté du rétrécissement de la générosité et d'un visage finalement assez laid. Et justement, vous appelez au sursaut sur la question notamment de l'humanisme. Je vais vous citer. Il est temps de dire que l'Europe ne vaudra que si elle a un visage humain, que l'humanisme n'est pas une mollesse de l'esprit, mais un combat déterminé. Et alors peut-être Calais ne sera plus le nom d'une défaite, mais celui de notre réveil. Espérons-le. C'est un vaste programme, mais aujourd'hui on a l'impression que l'humanisme dans la bouche des politiques, c'est plutôt un gros mot. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? On a l'impression que c'est une valeur qui n'est plus mise en avant, même par les politiques de gauche dans ce pays. Ce qui est terrible pour les migrants, pour les Calaisiens, pour tous ceux qui voudraient trouver une solution à ce problème-là, c'est que c'est
une thématique qui est systématiquement prise en otage par les périodes électorales. Et on l'a bien vu quand Nicolas Sarkozy parle de la manifestation qui a eu lieu il y a quelque temps à Calais en utilisant le mot chien-lit, c'est pas à la hauteur du problème. Parce que le véritable scandale, c'est pas la manifestation des no-borders. Le véritable scandale, celui qui doit faire se retourner dans sa tombe le général de Gaulle, puisqu'il y a une statue du général de Gaulle à Calais, c'est la réalité de Grande-Synthe et de la jungle. C'est ça le scandale. C'est pas les 3 agités qui ont manifesté. Donc ces espèces de petits déplacements dont on voit bien le sens, qui sont là pour des visées électorales, ils sont pas à la hauteur du problème et ils desservent le problème. Je pense qu'il faut vraiment avoir l'honnêteté de dire ça se joue non pas uniquement avec les bulldozers et les CRS, parce que ça on sait faire, mais le courage politique il n'est pas forcément de ce côté-là. Est-ce que vous pensez qu'Angela Merkel aujourd'hui est courageuse politiquement, justement sur la question de cette crise migratoire? Moi je pense qu'elle l'a été, vraiment. Je dis ça avec beaucoup de surprise. Moi sa voix m'a fait du bien. Je ne suis pas un fan d'Angela Merkel, mais c'est vrai que je trouve que c'est une des seules à avoir pris une position franchement humaniste, c'est-à-dire appelant l'Europe à se souvenir que la construction européenne, c'est aussi la construction de l'esprit européen. Ce n'est pas uniquement tout le reste, la forteresse, les barbelés. Mais puisqu'on parle d'elle, elle est terriblement seule aujourd'hui. Il y a énormément de traînage dans son camp. Comment vous expliquez qu'en France, il n'y ait pas eu plus d'écho justement à cette initiative d'Angela Merkel? Un manque de courage politique, c'est ce que vous disiez? Je pense qu'il y a une tétanie électoraliste par rapport à ce problème-là. Tout le monde a peur, tout le monde se dit qu'avec la montée du Front National, il ne faut surtout pas prendre position de ce qui pourrait être vu comme de la mollesse de l'humanisme. Mais à mon avis, c'est une erreur. D'abord, ça n'en est pas forcément. Et ensuite, l'humanisme, ce n'est pas une défaite de l'esprit, c'est le contraire. Oui, bien sûr. C'est nos valeurs qu'on réaffirmera. C'est le rayonnement de la France aussi à l'étranger. Je veux dire, là, on fait piètre figure. Et je ne parle pas uniquement de la France, je parle de l'Europe. C'est assez navrant. Merci Laurent Godet d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre article 6J La France est publié cette semaine dans le magazine Le 1. Merci d'avoir été avec nous.